Rebonjour à tous, ça va Jean? Yes. Ouais, ça va bien et toi, tranquille? Bien les vacances de Noël? Ouais, bah c'est mieux les vacances qui sont pas vraiment des vacances, mais ça va. Ah ouais, ça bosse pendant les vacances? Ouais, ça taffe sur les vacances. Ouais, c'est comme ça ici. Terrible, La valeur travail, tu sais. La fameuse. On a dit pas de politique dans ce podcast. Ouais, Antoine. c'est vrai, on commence pas par les conneries dès le début. En plus, les gens vont mal interpréter, ça va être génial. Bon, nouveau format. Oui. Nouvelle pépite, j'ai envie de dire. Voilà. Exceptionnel. C'est marrant ce qu'on avait dit en début d'année qu'on allait essayer de changer la formule parce que ça faisait trop de travail de devoir jouer à tous ces jeux tous les mois pour vous sortir un jeu chaque mois, ce qui était la promesse initiale du podcast. On a réfléchi à de nouveaux formats et là on se retrouve avec un format qui va être un side du format canon. Non mais notre idée c'était il nous faut moins de boulot et on a décidé pour moins de travail d'inventer 18 nouveaux formats. Voilà, bonne idée. Les génies du game, on nous appelle. Mais en plus des vrais formats. C'est ça qui est bien. Ouais. Et les gens nous font des petits commentaires en mode « Ah, ça sera bien ça quand vous ferez votre format de base ». J'étais là. Mais le format de base, frérot, il faut jouer quoi. Hein. Et ouais, mais après on joue. Le problème c'est on joue. On a lancé une campagne récemment. Mais même on joue, oui c'est vrai, on joue. Attends, si, moi je sais pas comment ça se passe pour toi, mais si je le sais, c'est une session toutes les 2 semaines. C'est quand même déjà un bon rythme. Non, c'est un très bon rythme, excellent rythme. Mais on joue moins avec notre groupe habituel en distanciel parce que c'est bien compliqué quoi, de s'accorder. Bah, on teste moins de choses, mais j'espère qu'en 2025 on va tester 1 ou 2 jeux quand même. J'ai 2-3 idées de jeux à tester qui pourraient être des bangers. Maintenant, le but, c'est de tester plus que des bangers pour les formats canoniques. C'est ça, il faut que des dingueries. Hot take, que des bangers. Voilà. D'ailleurs, le prochain épisode, on vous l'a pas dit, ça se passe dans une cité... Ah non, pardon, toujours pas. Non, mais je regarde... Alors là, mon gars, si t'arrives à nous préparer ça en même temps que la campagne est engagée, franchement, c'est que t'as arrêté de travailler en fait. Hein. Non, mais je pense que j'ai arrêté de travailler. T'as changé de métier. Tu sais, là, il y a pas longtemps, là, je regarde derrière moi et je vois que j'ai 1 ou 2 bouquins qui sont encore sous cellophane. Et là, ça fait mal. J'ai remarqué ça il y a genre quelques semaines et je me suis dit vraiment, ah non, mais là, c'est stop quoi. C'est stop, il faut arrêter quoi. Normalement, il faut arrêter le capitalisme, tout ça, voilà, c'est fini quoi. Faut arrêter l'hémorragie là. Après, pense au monde d'après. Quand le monde va basculer, eh ben, t'auras une réserve de jeux finis et tu seras content d'avoir des trucs que t'as jamais joué. Voilà. Quand tout le monde se battra pour de l'énergie, moi je pourrais dire aux gens, venez, on joue à une partie de... ça sera génial. Voilà. Tu auras une espèce de bibliothèque interdite, tu vois, qui aura jamais été ouverte et tu pourras faire regarder ce jeu. On n'y a jamais joué, bah on va avoir le temps d'y jouer maintenant. Tu sais, ça serait genre, c'est dans les films post-apo, c'est la fameuse bibliothèque, c'est comme dans le livre d'Eli là, c'est la bibliothèque interdite où ça détournait les gens des vraies valeurs, genre la valeur travail. Ils étaient là, non, si on met ces livres dans la main des personnes, elles ne feront plus rien. Ah, je voyais plus ça comme dans VSN où tu débloques des pièces, tu vois. Ah oui, la bibliothèque occulte. Ouais, pas mal. Exactement. Pas mal. Voilà. Bon, arrêtons de dire des conneries. Donc, nouveau format. Antoine et moi avons commencé à masteriser la campagne des Encagés. On va en reparler juste après, là, depuis 1 mois maintenant. Et en fait, on masterise chacun de notre côté avec un groupe différent. Et il se trouve que, comme on a commencé en même temps, on est en train d'évoluer en même temps. Ouais. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est de vous faire un suivi de notre campagne et de vous montrer, de vous dire comment on évolue et comment on masterise cette campagne qui est pas facile à gérer. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Oula non, accrochez-vous à vos sièges, mettez les ceintures, les warnings... maître du jeu débutant, passez votre chemin. Enfin, tout est possible. Hein. C'est marqué en gros sur la boîte. Hein. Ouais, mais en gros sur la boîte, il y a marqué c'est pas pour vous quoi. Ouais. Je crois qu'il est marqué maître du jeu expérimenté, tu vois, sur la boîte, avec un warning. Comme on a bien galéré, on s'est dit avec Antoine, ça serait cool en fait de vous épargner un peu le travail que nous on a eu et de vous en cherchant comment masteriser correctement ce truc-là et donc de vous faire un retour d'expérience. Et donc l'idée c'est régulièrement vous sortir la suite de notre campagne avec ça sera juste très simple, Antoine et moi qui discutions de comment s'est passé les dernières sessions depuis le dernier épisode pour aider les futurs MJ à masteriser cette campagne. En fait, c'est exactement ce qu'on aurait voulu trouver et qu'on n'a pas trouvé. Donc, voilà. Exactement. Alors, on a quand même trouvé des petites choses avec des gens qui ont enregistré leurs sessions. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas pareil.
Oui, c'est pas pareil. En fait, il y avait pas beaucoup de ressources disponibles. Et du coup, pour préparer, on pense que ça peut être utile d'avoir... faut que vous voyez ça comme un peu comme un journal de campagne, quoi. Comment se sont déroulées les sessions, qu'est-ce qu'on a préparé, qu'est-ce qu'on conseille. Je pense qu'on aurait bien aimé avoir un truc comme ça en la préparant au fur et à mesure, quoi. Ouais, carrément. Moi, je suis d'accord, ça manque énormément. Donc, le principe de ce podcast, c'est vous apporter des choses que nous, on aurait aimé trouver. C'était le cas parfait, un journal de campagne, notre premier du coup, peut-être d'une longue série, on sait jamais. Ouais. Mais l'idée, c'est cette campagne va durer, on pense, à peu près environ 6 mois si on arrive à jouer une fois toutes les 2 semaines avec notre groupe de joueurs. Et donc, c'est de vous proposer tous les mois, en plus des épisodes qui devraient sortir normalement, un compte-rendu très simple de ce qu'on a fait, de comment on a géré les différents problèmes, pour vous aider si jamais vous voulez masteriser ce truc-là. Alors moi, je suis complètement d'accord pour que ça remplace un épisode de base. Hein. Moi, je vous le dis, là, ces gens qui s'engagent à que ce soit en plus, moi, je m'engage zéro. Hein. Une fois de temps en temps... Il n'y a pas de en plus. Cet épisode sortira pour l'épisode canonique de janvier, mais on avait dit que les autres, normalement... Sinon, on ne fait plus que ça, puisqu'il y en aura un par mois. Ouais, non, mais écoute, voilà quoi. C'est toi qui décides avec ta confiance. Peut-être qu'une fois de temps en temps, il remplacera. Peut-être qu'une fois de temps en temps, il remplacera. Mais le but, c'est que ça ne devienne pas une chaîne podcast Les Encagés, normalement. Ah non, c'est pas le but, Bon, Les Encagés. Les Encagés, c'est une campagne écrite par Tristan Lhomme, auteur émérite, notamment dans le monde de Cthulhu. Non mais c'est vrai. De toute façon, t'es plutôt sur mon territoire sur cette campagne. Hein. Disons que je t'ai ouvert la porte, tu m'as suivi, quoi. Voilà, on peut dire les choses. C'est-à-dire que la prochaine campagne qu'on mènera tous les deux, ce sera une campagne sur mon territoire. Ouais, la Élite, tu connais ? Il paraît que c'est pas mal. Non. Moi, je refuse. J'ai pas du tout envie de masteriser la Élite. Non, mais je sais pas, on verra. Mais en tout cas, là, voilà. Disons que je t'ai ouvert la porte et t'as dit ça a l'air sympa là-bas, dans le noir et dans la sueur. Allons-y. Ouais, c'est vrai. C'est ton territoire, mais un peu. Bref, on va en parler. C'est un peu à côté du clou, juste la porte. Du clou classique. En gros, la porte était dans mon territoire, on l'a ouverte et après on s'est perdu ailleurs, quoi. Non, Tristan Lhomme qui a écrit quand même quelques, qui est très connu pour des scénarios, notamment à l'époque de Sans détour. Je crois que ça s'appelait La Bibliothèque de l'Homme, où il y avait un recueil de scénarios, etc. Très apprécié. Bon, maintenant, introuvable, non édité, et il y a toujours des... On va pas les appeler, mais des gens qui vendent ça aux enchères à des sommes folles. Bon, hein. La Bibliothèque de l'Homme, c'est stupide. Hein. Il y a vraiment... Là, je suis sur sa page du Grog, là, avec Tristan Lhomme, et effectivement, il y a beaucoup de Cthulhu, quoi. Ou alors des trucs... Ouais. Ah ouais, non, les 5 supplices, c'est Cthulhu. Il a fait d'autres choses, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais il a... Ouais. Néphilim, beaucoup, visiblement. Ouais. Mais ça, c'est un truc qu'on connaît pas. Enfin, Néphilim, c'est un truc qu'on connaît pas du tout, mais... Il a écrit dans La Élite aussi ? Ouais. C'est pour ça que je t'ai fait le lien. Tu savais pas ? Je t'ai fait le petit lien, là. Non, je ne savais pas, j'avais pas capté. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ouais. Je suis en train de parcourir. Il a fait énormément de choses, même en dehors de Cthulhu, hein, dans Néphilim. Non, mais bien sûr. Mais disons que... en tout cas, moi, je le connaissais à travers son travail chez Sans détour et dans l'appel de Cthulhu. Voilà. Ok. Donc voilà, la campagne est sortie chez les 12 singes, qui est trouvable actuellement. Alors, il y a une première édition qui est sortie en novembre 2020, qui est celle qu'on a, toi et moi. Ouais. Rappelle-toi, c'était il y a 2 ans, je crois. T'as été pris de panique en achetant la boîte des encagés très très vite, en ayant peur de plus en avoir. Je sais pas si tu te rappelles, au moment où ils annonçaient la réimpression. Ouais, ça a été... En fait, on s'est dit, putain, mais il ne reste pas. Moi, je savais que je voulais la faire jouer un jour. Donc, on a acheté les dernières boîtes présentes sur le site. Le lendemain, ils annonçaient la réimpression. J'étais là, genre, super. Non, mais c'est même pas ça. C'était pendant... J'étais chez toi, on se matait le live Les 12 singes, qui était le café rôliste. Ah oui. Et les 12 singes étaient en train d'annoncer une réimpression, mais ils disaient, avec la conjoncture d'aujourd'hui, on saura pas si les boîtes, tout ça, on pourra proposer autant de matos dans la boîte au même prix. Et donc, ils ne savaient pas s'ils allaient faire le choix d'augmenter le prix ou de diminuer les matos dans la boîte. Ouais. Et là, tu as fait « Pardon, ça veut dire qu'il y aura une boîte moins bien qui va sortir. » Tu t'es retourné, tu étais en train de faire la cuisine, tu as commandé instant les boîtes qui restaient
sur le site des 12 singes. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je vais rien dire, c'est ce qui s'est passé. Bon, et voilà, du coup. La FOMO, quoi. Peut-être que vu que c'est des boîtes édition 1, on les revendra plus tard à des milliers d'euros sur des sites peu scrupuleux. Et donc, du coup, ça a été réédité là, cette année. Ou l'année dernière, je ne sais plus, du coup, ils ont pu en 2023 ou en 2024, c'est en 2024 je crois. Il y a eu une réédition du coup de la boîte et j'ai l'impression que c'est quasiment la même, un peu plus chère du coup, parce qu'elle était proposée à une centaine d'euros initialement, et là la réédition c'est plutôt 120 euros je crois. Mais c'est une boîte complète, et ils se sont même... Je crois qu'on les a pas... C'était pas 120 euros initialement. Tu vérifies ? Je regarde. Non, c'était 120 euros, on l'a payé 120. Donc. Ok, ils se sont même permis de rajouter quelques illustrations supplémentaires, etc. On en reparlera dans la nouvelle boîte. On a eu peur, on a pris. Voilà, c'est tout. Et on a eu peur, on a pris. Moi, je suis allé l'acheter du coup en revenant dans ma boutique de rôliste. Ils en avaient une boîte qui traînait là depuis très longtemps et je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Simplement. Je regarde, donc voilà. En gros, c'est une campagne qui se veut dans l'univers du mythe de Cthulhu, mais pas vraiment. Je vais vous lire le résumé de la boîte. Comme ça, vous allez voir. Attendez, je chope la boîte, je vous lis l'arrière, et puis comme ça, vous dites. Fais-nous ça bien, Antoine. Tu veux que je lise bien ? Alors, attends. Putain, je vois le style MJ expérimenté derrière, tu sais. Nous sommes le jeudi 9 mai 2013. Il est 6h30 du matin à Villegouge, tranquille village des alentours de Libourne, dans le Bordelais. Les abords du 112 rue de la Libération sont noirs de monde. Voitures de pompiers, ambulances et bien entendu, véhicules de la gendarmerie. Le bâtiment, une grosse villa située à l'écart du bourg, est en flammes. Les pompiers sont certains que l'incendie est d'origine criminelle. 2 corps ont déjà été sortis des décombres. Ils portent de très clairs impacts de balles. Ils se trouvaient dans une chambre, au premier étage, alors que l'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée. Les Encagés est une enquête policière contemporaine au format XXL. Les joueurs incarnent des membres de la section de la recherche Aquitaine, basée à Bordeaux. À la tête de l'équipe d'enquêteurs, les PJ devront fouiller les scènes de crime, interroger les suspects, demander des analyses à leurs collègues, le tout dans une atmosphère de plus en plus pesante au fur et à mesure qu'ils démêlent les chevaux de l'intrigue. Ah, c'est beau. Donc les Encagés, plein de choses à dire. C'est une campagne du coup plutôt policière, c'est une enquête policière. Hein. On est beaucoup plus dans l'enquête policière que dans le comment dire, le scénario d'horreur. C'est pas de l'aventure enquête à la Cthulhu où en fait je trouve que enfin les Tristan l'homme, alors je sais pas s'il a fait ça avec d'autres gens, mais ils ont développé, donc on l'a pas encore dit, mais c'est un jeu qui se base sur le système Cthulhu Hack, donc un système simplifié par rapport au Cthulhu classique, différent on va dire, mais quand même plutôt simplifié je trouve. Et c'est une version spécifique du Cthulhu Hack pour les Encagés. Exactement. Et donc, du coup, ils ont rajouté dessus. Et finalement, là où dans le système de Cthulhu, que ce soit Cthulhu Hack ou Cthulhu classique, ce que j'appelle Cthulhu classique, c'est le Cthulhu Edge. Je sais pas, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais on se comprend. Finalement, l'enquête, c'est du TOC. Le social est très développé. Le côté interaction avec les autres PNJ est très développé. Ouais. Mais dès que tu te mets à chercher des infos, c'est du TOC. Et globalement, avec du TOC, tu as toutes les infos dont tu as besoin. Sur du matériel, j'entends, ou des preuves physiques. Là où dans les Encagés, il y a vraiment une interaction avec tout le système policier, que ce soit dans les informations contenues dans des dossiers informatisés ou avec la criminelle scientifique, qui est extrêmement développée. Et donc, il y a un côté policier très poussé. Le côté... Alors, attention, c'est des gendarmes, je précise. En gros, le truc très développé dans ce jeu, c'est la recherche des... Tu sais, les fameux faisceaux de preuves. C'est vraiment... Ils vont avoir énormément de documents, énormément de choses, et les joueurs vont devoir réussir à entrecroiser les informations pour en déduire des choses, comme dans une vraie enquête. Donc ça, c'est... On est vraiment sur une enquête policière, comme voilà, c'est vraiment ce qui est marqué sur la boîte, mais on est vraiment là-dedans. C'est pas un jeu... D'ailleurs, c'est dans l'univers du mythe de Cthulhu, mais... on peut très bien la jouer sans qu'il n'y ait aucun
fantastique. Moi, j'ai pas dit à mes joueurs qu'on jouait à Cthulhu. Ah si, bah moi ils ont vu la boîte, donc malheureusement... Moi, voilà. je leur ai dit qu'on jouait à... on parlera avec des inspirations, mais je leur ai dit qu'on jouait à un policier poisseux, je leur ai prévenu des thèmes potentiellement difficiles, mais je leur ai pas dit qu'il y avait... Parce que je me suis dit, ils vont savoir qu'il y a du fantastique. Donc, je leur ai pas dit qu'il y avait du fantastique dans le sens, il y a pas de... Enfin, j'ai pas prononcé le mot Cthulhu. Ouais, non, moi je leur ai dit qu'on était dans l'univers de Cthulhu, donc ils s'attendent à ce qu'il y ait du fantastique à tous les trucs, et il y en a 0 pour l'instant. Et il y en aura peut-être... Et en fait, dans la campagne, il y en a très peu. Alors, évidemment, je mettrai un spoiler, mais on est d'accord qu'on va spoiler comme des gros crades. Hein. Ah oui, mais comme des gros crades, faut pas écouter. Si vous êtes joueur, il faut partir. Mais ça, on vous le dit à chaque fois, au bout d'un moment, il faut le comprendre. Hein. On peut plus rien pour vous si vous êtes là. Hein. Ouais, mais je mettrai quand même un avertissement avant qu'on commence de parler de tout ça. Ouais, bien sûr. Attention, spoiler. Quoi. Mais en gros, voilà, c'est une campagne que tu peux jouer sans aucun fantastique. Et même si tu mets le fantastique, à travers les yeux des personnages joueurs et des pré-tirés, ils ne peuvent ne jamais voir de fantastique. Donc, bon, de toute façon, on reviendra là-dessus. Ah, ça nous a fait penser à quand même, on avait quelques références, notamment, toi tu t'es rematé Les Rivières Pourpres avec Jean Reno. Ah ouais. Vraiment, c'est... Et on est vraiment là. Enfin, moi, c'était instantanément, ça m'a fait penser à ça, quoi. Ah, c'est parfait. C'est pas cité du tout dans les inspirations, mais moi, je sais pas pourquoi, direct, quand j'ai lu le bouquin, j'étais en mode, bah, il y a le côté, c'est le côté poisseux des rivières pourpres. Ouais, il se passe un truc, ouais. Après, les rivières pourpres, c'est en montagne, dans les Alpes, tout ça, mais Oui. c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, tu le sais pas trop, mais dans les rivières pourpres, bon, je vais spoiler les rivières pourpres pour ceux qui l'ont pas vu, passez, parce qu'il faut avoir vu ce film si jamais Arrêtez, allez voir les rivières pourpres mais... avec Jean Reno et revenez. Exactement. Et Vincent Cassel. Dans les rivières pourpres, il y a plutôt ce côté, il y a cette communauté importante qui est impliquée dans les meurtres. Dans cette campagne, il y a un peu moins ça, ils sont peu. Finalement, il y a un culte, mais on retrouve que quelques membres. Il n'y a pas ce côté très collectif. Mais il y a cette machination. Enfin, vraiment, en termes d'inspiration, il y a des scènes des rivières pourpres que j'ai envie de mettre dans ce truc-là. Alors, typiquement, il y a une scène où... je ne sais pas si tu l'as vu récemment, Antoine, mais en gros, ils viennent de trouver l'ophtalmo mort. Ouais. Et le tueur est encore dans la salle. Je me rappelle plus. Et donc, en fait... Il y a Jean Reno qui essaie de le poursuivre, et en fait, il se retrouve, il se fait tirer dessus. Il y a une espèce d'interaction, du coup, entre le tueur et les enquêteurs, où ils n'arrivent pas à l'approcher, mais il y a cette espèce d'interaction que je trouve absolument fantastique, où vraiment, il y a, je sais pas, dans cette scène-là, j'ai envie de reproduire une scène où les tueurs et les gendarmes interagissent, et le tueur va réussir à s'enfuir. Il y a moyen de l'adapter pour que ça fonctionne dans la logique des encagés. Ouais. Bref, j'y réfléchis, mais j'ai envie de créer une scène qui va dans ce sens-là. Enfin bref, c'est une super inspiration pour... si jamais vous voulez voir à quoi ressemble cette campagne, il faut mater Les Rivières Pourpres. Ouais, je sais qu'il parle d'engrenage pas mal aussi dans le bouquin. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette série. Bon, après, ça ressemble aussi à... Il y a plein de bouquins de thrillers qui sont très dans le thème, quoi. Je regarde un peu là, mais j'en ai pas là. Mais... vous pouvez trouver plein de policiers qui peuvent faire penser un peu à ça. Moi, en film, je trouvais que Prisoners, ça pouvait faire évoquer un petit peu ça par le prisme que le film prend, c'est-à-dire de gens qui cherchent à se faire justice eux-mêmes en dehors de la justice, justement. Et les encagés, c'est un peu... Il y a un peu cette question-là qui est posée, mais à travers les yeux des gendarmes qui, justement, eux, veulent faire respecter la loi. Et après, tout à l'heure, tu m'as parlé de Seven. Bon, bah ça, oui. Sur l'ambiance, ça peut... Même si je trouve que c'est celui de ceux qu'on a cités que je trouve qui est le plus éloigné. Mais oui, c'est niveau policier, un peu poisseux. Mais je trouve que, justement, le côté poisseux n'est pas là où on le croit, contrairement à Seven, tu vois. Tu sais dans quel autre film des policiers pourchassent un criminel qui se fait justice lui-même ? Attends, je pense que oui, mais là comme ça. Les Rivières Pourpres. Oui, bah oui, je sais, mais t'es bête, non, mais on en a pas parlé, mais c'est la motivation, c'est parfait. Genre, c'est juste parfait. Oui, non, ça fait bien penser, je suis d'accord. Ouais. En fait, on va changer de campagne et on va faire jouer Les Rivières Pourpres. Je pense que ce sera plus simple. C'était bête.
Bon, en gros, ensuite... Juste, pendant qu'on parle des thèmes, il faut dire à vos joueurs, par contre, que... je me rappelle avec Antoine, on s'en parlait quand on lisait la campagne pour la première fois, en termes d'atrocités commises sur des gens, de vices corporels... ouais, ça va loin. Hein. Ça peut aller assez loin. Alors après, vous êtes libre de décrire ou pas ce qui se passe, mais il y a quand même des meurtres qui sont... particulièrement barbare, décrit dans le bouquin. Et donc, c'est vraiment un jeu, d'autant plus si vous connaissez pas si bien que ça vos joueurs, où il faut mettre en garde vos joueurs et fonctionner avec un système de sécurité. Ouais, on allait en parler après sur la... On allait en parler ? Je suis d'accord, ouais. Clairement. Bah oui, pour la session 0, j'avais noté, mais on a pas parlé maintenant. Pardon. Mais non, mais... Et t'as raison, en fait, le problème des thèmes abordés, je dirais pas que c'est les... Parce qu'il y a des descriptions dans d'autres jeux de rôle qui sont plus, dirons, hardcore, par exemple. Mais là, le souci, c'est que le jeu, il est proche du réalisme. Déjà, ça se passe dans une période contemporaine, on est en 2013. Ça se passe en France, dans des lieux que les gens peuvent connaître. Et toute la campagne se veut un peu réaliste. Et se veut une vraie enquête. Donc, il y a quand même un attachement aux personnages, etc., et quand tu sors ton rapport d'autopsie et que tu leur lis et qu'il y a eu des sévices corporels, etc., ça n'a pas le même impact qu'un personnage dans Cthulhu en 1918. Voilà, c'est pas pareil. Et on en parlera, mais par exemple, on est au début de la campagne, on a fait 2 sessions chacun. À la remise des autopsies, j'ai tout de suite vu, toi ça n'a pas été encore le cas, mais ce sera peut-être la prochaine, qu'en fait, ouais, non mais ça rigole pas du tout. Enfin, autour de la table, ça a un impact vachement important et grave, où les joueurs ils rigolent pas du tout, quoi. Il y a pas de vanne qui fuse pendant que tu fais le rapport d'autopsie, quoi. Et alors qu'en plus c'est des rapports d'autopsie qui sont ultra light par rapport à ce qui va suivre. Il y a un point qui est important et je pense que c'est vraiment la clé du truc, c'est que comme c'est contemporain, c'est vrai que ça rend le truc beaucoup plus sérieux d'emblée. Le côté, on n'est pas dans un monde fantaisiste, on n'est pas dans un monde fantasmé du XVIIIe siècle ou je ne sais quoi. Et ça apporte une espèce de rugosité et un réalisme aux choses qui est assez cru. Et je pense que ça, on mesure pas avant la première partie. Le fait que juste être dans un monde qu'on connaît, qui est exactement celui qu'on connaît, ça modifie l'impact sur les joueurs. Ah, c'est clair. Mais par exemple, alors moi j'habite sur Bordeaux. Et donc tout mon groupe, on joue en présentiel à Bordeaux. Donc autant te dire que quand on parle du palais de justice ou de la rue judaïque avec la caserne des gendarmes, ça, tout le monde voit de quoi on parle, tu vois. Les gens, ils ont dans leur imaginaire le Libournais, ils connaissent tous. Tu vois, quand tu pars de Talence et que tu as les vignes, etc., ils voient exactement de quoi on parle. Donc c'est vrai que ça apporte un côté que c'est pas mal. Et donc d'autant plus là, parce qu'on joue dans la même région. Mais même quand tu joues en France, les paysages que tu décris, c'est plus facile. Tu vois, il y a tout un côté où les gens ils vont facilement s'accrocher, quoi. Donc, comme tu disais, il faut faire attention, il faut prévenir vos joueurs. Et moi, j'ai insisté parce que mes joueurs, ils étaient en mode non, mais c'est bon, nous, il n'y a aucun thème, etc. Et moi, j'ai insisté et j'ai même mis en place la carte X que j'ai laissée au milieu de la table. Pour l'instant, ils s'en sont pas servis. Mais je vois très bien que là, à la première lecture d'autopsie, ça rigolait pas, tu vois. Et je sais très bien que dans 10 sessions, l'autopsie qu'on va décrire, elle sera hardcore bien plus, avec des sévices corporels sur... Tu parles de l'affaire Laplace, là, c'est ça ? Ouais, par exemple. Ou même quand tu joues Lombardie, tu vois. Où c'est beaucoup plus dur, et je pense que la description d'une jeune femme, etc., ayant été violée, moi je trouve ça... Enfin, notamment dans le contexte dans lequel on va jouer, je trouve ça très dur, tu vois. Bon, alors déjà, moi je vous dis, il faut pas exagérer. Enfin, la campagne, si elle est écrite et elle est bien écrite, ils le disent d'ailleurs dans la campagne. Moi, je pense qu'il faut pas surdécrire plus que ce qui est déjà fait, hein, parce que c'est déjà bien décrit. Et c'est pas le genre de campagne, je pense qu'il faut s'amuser à aller trop dans le gore, parce que l'impact peut être compliqué sur les joueurs. Et même, il faut faire attention, parce que même si on connaît les gens, on peut les connaître et ne pas savoir ce qui s'est passé dans leur vie, quoi. Donc pour ça, moi, on insiste bien sur la carte X, par exemple. Je pense que c'est un super système dans cette campagne. Et à tout moment, je leur ai dit, voilà, vous pouvez saisir la carte, on passe à la scène d'après, et ça n'aura aucun impact sur la narration.
Parce que je leur rends, par exemple, on a tous les props, donc on leur donne l'autopsie, ils peuvent la lire, etc. Mais je peux, enfin, voilà, on fait un gros warning parce que vraiment, ça peut être sensible, je trouve, beaucoup plus que d'autres jeux. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, t'as complètement raison. Et je pense que c'est. Pour le coup, moi, j'ai pas dit à mes joueurs qu'on jouait à Cthulhu, mais par contre, je leur ai décrit les thèmes potentiellement abordés en disant que c'était du policier. Je leur ai donné des listes de films s'ils voulaient se faire une idée de à quel point ça pouvait aller loin. En leur disant juste les films dont on a parlé juste avant, pour qu'ils puissent se faire une idée même de l'ambiance, du ressenti que ça allait être. Je leur ai prévenu à plusieurs reprises que nous, on avait fait une campagne juste avant, qui était une campagne, on avait fait Forbidden Lands pendant 6 mois. Alors certes, c'est un peu noir, etc., mais en fait, c'est léger dans le ton. Oui. On fait un peu n'importe quoi. Il y a ce côté, on se marre pendant 2 heures. Là où, dans ce genre de campagne, les joueurs ne se... En fait, c'est ultra immersif, c'est génial. Ils ont l'impression d'avoir un côté escape game géant où, en fait, il faut, là, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, trouver la solution à une énigme. Ils discutent entre eux, etc. Mais on rigole pas beaucoup pendant la session. C'est assez sérieux. Et donc finalement, ce changement d'ambiance, qui peuvent être parfois, je pense, pour certains joueurs, un peu oppressant, c'est un truc, il faut prévenir vos joueurs de cette ambiance-là. Ça a l'air, je pense qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça assez bateau parce que c'est des joueurs confirmés ou des MJ confirmés. Et ils ont l'habitude de jouer à des jeux ou alors ils aiment jouer à ces ambiances-là. Mais voilà, encore une fois, ce genre de campagne, c'est particulier. Ouais, voilà, on vous conseille de bien parler avec vos joueurs, même si vous les connaissez. Moi, je conseille de faire attention, notamment sur ce jeu-là. Voilà, c'est pour ça que la session 0, ultra importante. Ça, vraiment, c'est même pas important, c'est indispensable pour cette campagne. Bon, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est un des projets ludiques les plus ambitieux que moi j'ai eu entre les mains. Hein. C'est un truc, ça demande une préparation du maître du jeu, un sérieux des joueurs, j'allais presque dire une abnégation, mais dans le sens où il faut investir du temps. Tu veux qu'on parle de la difficulté de masteriser ça, de préparer ça maintenant ? Non, ce que je veux dire, c'est que il faut dire à vos joueurs en session 0 qu'il va falloir être là, il va falloir faire un rythme, il va falloir être sérieux, il va falloir jouer, quoi. Si vous avez un groupe qui aime bien passer du temps à la taverne, faire des quêtes, rigoler une fois tous les mois, on n'est pas du tout sur ça, voilà. Bah, ça demande un investissement de la part des joueurs, c'est sûr, mais qui n'est pas la même que sur un jeu où il faut bien connaître son perso. Ça demande à ce que les joueurs soient attentifs et entre les sessions réfléchissent. Oui, c'est ça. Et qu'ils soient voilà, que ça les intéresse. Donc c'est pour ça, la session 0, pour jouer à ce jeu, il vous faut une équipe de joueurs impliqués et il va vous falloir beaucoup de préparation en tant que maître du jeu. Ça s'était passé comment pour toi, la session 0 ? Bah, en gros, la session 0 avec mes joueurs, elle s'est passée en 2 temps. Ils connaissaient pas du tout Cthulhuac, donc je leur ai fait une micro-session sur le Wendigo. Scénario dont on a parlé là dans la session Tales scénario, scénario d'enquête, pour qu'ils appréhendent le système Cthulhuac. On avait commencé comme ça. Et ensuite, je leur avais envoyé une description de base de tous les personnages. Moi, j'ai 6 joueurs. C'est une campagne en normalement 5 joueurs. Et donc, je leur ai laissé décider quel personnage ils voulaient jouer. Et ensuite, avec le dernier qui n'avait pas de personnage, j'ai créé un perso. Et donc, la session 0, elle s'est découpée en on discute qui joue qui, et avec des warnings sur les thèmes plus ou moins difficiles abordés pendant la campagne, même si je vous aurais déjà dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez jouer à ça, etc. Globalement, la session 0 s'est découpée comme ça. Ouais. Et toi ? Alors moi, j'ai 4 joueurs. Faut savoir que le jeu est prévu... Enfin, il y a 5 pré-tirés. Et maintenant, avec les nouvelles options, tu peux en créer un autre. Mais je pense que 6, comme toi, c'est l'extrême limite, quoi. Je pense c'est compliqué de jouer à plus. Enfin, je parle de 6 joueurs. Je pense que... Après, ça peut être moins... J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient adapté pour du 1 et 1 joueur. Bon, à voir. Moi, je pense que la création de perso, elle est surtout faite si jamais ton personnage se fait sortir de la partie. Tu
peux créer un nouveau flic, enfin un nouveau gendarme. Ouais. Et nous, ils sont 4. Donc, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai présenté le thème. Moi, je leur avais présenté 2-3 campagnes différentes pour qu'ils choisissent. Ils ont tous voulu jouer à ça. Donc, j'étais super content parce que ça fait longtemps que je voulais la faire. Ensuite, je leur ai présenté les personnages. Les personnages, je sais pas si on peut les présenter peut-être vite fait comme Rapidement. Après probablement que les gens qui écoutent ça ont au moins feuilleté le bouquin, donc ils ont une idée quand même de qui est qui. Ouais, bon je vous donne le nom et une ligne de qui en gros quoi. Vas-y. Donc vous avez le capitaine Alain Tellier, c'est le capitaine de la brigade, 45 ans, voilà, c'est un leader qui est pas trop dans l'oppression mais qui va accompagner les autres, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas un vrai leader, chacun va avoir sa part de jeu. Ensuite vous avez le capitaine Brochard, qui lui c'est le vieux flic, c'est vraiment le Colombo, un peu dur à jouer parce qu'il est un peu raciste quand même, un peu dans les clichés, il y a tout un côté adultère, etc. Parce que tous les personnages ont une vie privée avec des complications. Alain Tellier, c'est ses enfants. Brochard, c'est qu'il a une maîtresse. Ensuite, vous avez Aurore Huard, qui est une psychologue, un peu comme dans la série, la section esprit criminel. Là. C'est un peu une profileuse, quoi. En fait, elle se veut. Elle, son rêve, c'est d'aller à Quantico, etc. Et c'est une psychologue qui est rentrée dans cette section de la gendarmerie, etc., et qui utilise plutôt les nouvelles méthodes, donc qui est un peu en opposition avec Brochard là-dessus. Ensuite, il y a Caroline Joss, lieutenant Caroline Joss. Elle, c'est genre la meuf ultra stricte qui veut qu'il faut respecter les procédures. C'est la procédurière du groupe. Donc elle connaît toutes les procédures, il faut les respecter à la lettre. Et voilà, c'est un rôle qui peut être un peu ingrat, mais très important. Et enfin, il y a le lieutenant Kader Messali, qui est... je connais les noms par cœur, c'est terrible, quoi. C'est trop lu le bordel, quoi. Ouais, c'est un peu terrible, ouais. Qui est le bleu, le gendarme un peu nouveau, qui n'était pas destiné à faire ça, mais qui a en fait un talent dans l'enquête. Un peu comme Tellier quand il était jeune, et qui du coup a été recruté par Tellier, qui s'entend très mal avec Brochard parce que Brochard est raciste, voilà. Donc voilà, c'est les 5 personnages de base. Ils peuvent être transformés, on peut changer leur genre, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a tout qui est prévu dans le bouquin pour ça. Il y a un côté dans ces personnages qui, tu sais, pas un peu caricaturaux, mais presque, surtout avec Brochard, qui est un peu raciste, etc. Il est juste raciste, c'est pas la peine de mettre un... Oui, non, je sais pas pourquoi j'essaie de me dire alors qu'il est complètement raciste. Mais je pense que ça se veut refléter une certaine réalité, malheureusement. Hein, et du coup, c'est un peu cliché, mais en même temps, ça met une patine réelle, quoi, sur le bordel. Donc, moi, ce que j'ai fait pour ma session 0, c'est que j'ai présenté les personnages. Je leur ai dit, écoutez, vous pouvez en enlever un. Ils ont tous voulu enlever Brochard. Personne voulait jouer Brochard. Non, mais moi non plus, personne voulait jouer Brochard. Et c'est pareil, ils ont négocié. Nous, on l'a modifié un peu. Alors, le racisme, il n'a pas été retiré. Parce que, après, ça fait partie des interactions du personnage, notamment avec... oui, il a un contrepartie avec Messali. Avec le bleu. Et donc, du coup, forcément, avec le temps Messali... Mais par contre, du coup, comme il trompe sa femme, il ne trompe pas sa femme, il a envie de le faire, mais il l'a pas encore fait. C'est marrant que tes joueurs, ça les pose pas de problème que ça devient raciste. Par contre, tromper sa femme, ça c'est chaud. Hein. Putain. Les bobos, quoi. Bon, Non, mais le racisme les gênait aussi. Donc, du coup, mais par contre, la justification qui commence mal, devient... c'est la première phrase que tu faut jamais prononcer. Non, mais ça les gênait aussi. Mais non, mais en fait, mais non, mais c'est une composante importante de la personnalité du personnage. Si jamais tu lui enlèves tous ses défauts, ah oui, mais ça a plus il y a plus de rugosité, ouais. Beaucoup moins d'intérêt à jouer. Et je trouve que là, son racisme est important dans la dynamique du groupe parce que tu vas créer du conflit entre tes personnages, tu vas engendrer des choses qui vont être intéressantes, là où son adultère, c'est plutôt pour les complications que tu vas lui apporter. Oui, effectivement, tu peux créer une autre complication, je suis d'accord. Et donc tu peux le modifier. Alors que le racisme, ça va jouer beaucoup. Je trouve que c'est un élément intéressant du personnage. Puis ça peut apporter un développement au personnage, tu vois, une petite rédemption, quoi.
Alerte news, Tails pense que le racisme est intéressant pour les ça va personnages. être terrible, Qu'est-ce ça va qu'on être va faire de terrible. La ça phrase Je ne sortie sais du pas. contexte, j'étais là, genre, mais C'est terrible. où est-ce qu'il est parti, quoi. Bon. Du coup, Qu'est-ce qu'il voulait dire? ouais, donc moi, ils ont pas pris Brochard, et ensuite, en fait, ils ont tiré au hasard, et ils ont pris un rôle, et c'est vraiment tombé parfait. Donc c'était la personne qui avait peur d'être dans le lead est tombée dans le lead, la personne introvertie est tombée sur les... Enfin, c'était génial, j'étais là, yes, parfait. Donc ça, c'est la session 0, c'est ça, explication des règles. Moi, je leur ai fait jouer un petit scénario avant. Ah oui, on vous a pas parlé, mais dans les encagés, vous avez la campagne, et vous avez les scénarios qui s'appellent les hors-procédures, et qui sont des scénarios annexes, qui font en fait partie de l'histoire globale de la campagne, mais qui peuvent être joués à part. Et l'idée derrière ça, c'est qu'à un moment dans la campagne, les joueurs tombent sur un vieux dossier, ouvrent le vieux dossier, et à ce moment-là, vous leur tendez 4 feuilles de personnages pré-tirés, et vous leur dites, on va rentrer dans l'histoire, et vous allez jouer le flashback, vous allez jouer ce qui s'est passé, ce que vous lisez. Et moi, je leur ai joué, pour leur faire tester le système, je leur ai joué un hors-procédure, en ne leur disant pas que c'était un hors-procédure. Je leur ai fait jouer le labyrinthe, en me disant comme ça peut-être qu'à un moment dans l'histoire ils vont comprendre qu'il y a un lien. Alors c'était drôle parce qu'ils ont, alors j'ai la moitié des joueurs qui a adoré le labyrinthe, une autre moitié qui a pas aimé, enfin qui a détesté parce qu'ils comprenaient rien, parce que c'est très ésotérique comme scénario et très abstrait. Mais ça va être drôle de voir le lien, quoi. J'ai hâte quand ils fassent les liens, voir si ça a marché ou pas. Toi, t'as pas fait une petite session 0 sur autre chose, je crois. Le Wendigo, t'as fait? Oui, moi sur le Wendigo, je t'ai dit tout à l'heure. Et parce que le labyrinthe, moi j'ai fait ça juste après toi et un peu, comment dire, échaudé par. Je t'avais dit les trucs qui marchaient pas. Le ressenti qu'avaient eu tes joueurs sur le labyrinthe. Ouais, et puis je crois que t'avais pas le temps aussi. Hein. Il me semble qu'il y avait une composante de temps à préparer. T'étais un peu short. Ouais, en plus. Parce que ça dure quand même, ça dure quand même 2 heures la partie. Il me semble que t'avais genre 40 minutes pour leur faire jouer, quoi. Donc c'était compliqué là. Et je pense que t'as eu raison de pas le faire parce que en 40 minutes, ça aurait servi à rien de speeder ça. Alors, ils auraient pas compris le lien après, tu vois. Je pense que c'est pas. Je sais pas, tu vois, à refaire, je sais pas si je le referais. Est-ce que je ferais leur procédure en premier? On le verra, je sais pas, j'y suis pas encore. Je vous dirai au fur et à mesure est-ce que c'était une bonne idée ou pas, est-ce que ça a eu une accroche, est-ce qu'on s'en souvenir, est-ce que ça a un impact ou pas, je vous dirai. Ok. Donc la particularité dont on n'a pas encore parlé, c'est que toi tu le masterises en présentiel et moi je le masterise en distanciel. Et donc on a tous les deux des outils différents pour pouvoir jouer correctement à cette partie. Ouais, complètement. Donc toi, au niveau de la préparation pour le présentiel, est-ce que qu'est-ce que tu as fait comme préparation particulière? Alors, on fera peut-être peut juste faire une parenthèse sur le fait que la préparation juste du bouquin, elle est très difficile. Ouais. Tu disais que c'était difficile à masteriser et en fait, c'est surtout difficile à préparer. Une fois que tu maîtrises, en fait, ça coule tout seul. Mais l'un des commentaires qu'on a fait tous les deux sur le bouquin, c'est que on avait du mal, sans l'avoir fait jouer, à voir où est-ce que ça allait. Ouais, on va vous en reparler, mais c'est très compliqué. Enfin, la préparation de la maîtrise est vraiment compliquée. Parce que, comme tu dis, on n'arrive pas à se projeter. Tu lis le bouquin, ok, tu comprends ce que ça veut faire, mais te le représenter, ce qui va se passer en temps réel sur la table, c'est impossible. Je trouve que c'est très dur. Et je trouve que tu peux, si tu te le représentes mal et si tu gères mal le rythme, tu peux te baiser la campagne en 3 sessions, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut vraiment pas rater, mais ça peut. Enfin, si, tu peux passer à côté du truc, quoi. Si tu vas un peu trop vite, si tu fais pas attention, si tu comprends pas comment sont imbriquées les choses. Parce que tu dis que ça coule de source. Oui, ça coule de source. Quand ça reste dans les choses que t'as imaginées. Mais à partir du moment où les joueurs ils partent en live, ils font des demandes un peu cheloues, etc., je trouve que ça reste... ça demande un effort de réflexion d'essayer de se projeter de ce que ça peut avoir comme conséquence après, quoi. Notamment dans la gestion des personnages, de leurs décisions. Enfin, tu sais, t'as vraiment... Quand tu fais jouer ce truc, t'as quand même cette impression d'être au-dessus d'une petite sphère qui est genre la Gironde en 2013, là, et qu'en même temps que les joueurs ils font des déplacements, t'as quand même cette impression que tout le reste vit. Enfin, je sais pas, et que tu peux pas... Enfin, c'est une campagne qui te laisse mal à avoir des PNJ qui restent et qui attendent que les mecs passent, quoi. Tu vois ? C'est ce que je veux dire, genre le monde vit autour de tes joueurs.
Et ça, c'est difficile. Oui, puis en plus, le monde comme c'est réel et que t'as une marge du monde, il y a un côté, t'as la sensation que tu dois respecter ce qui s'est vraiment passé dans la réalité véritable. Ouais, non, donc ça on y reviendra, mais c'est pas facile. Pour la préparation matérielle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une nappe. On est allé acheter avec ma copine qui est une des joueuses. On est allé acheter un tissu bleu, un peu uniforme de gendarme. C'est un espèce un jean bleu un peu foncé et on en a fait. Enfin, je lui ai demandé si elle pouvait gentiment me faire une nappe. Et donc elle a fait une nappe qu'on pose sur la table pour que ça soit un peu dans l'ambiance. Ensuite, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une paire de menottes posées sur la table en props. J'ai acheté des banderoles. Alors, j'ai pas trouvé les banderoles gendarmerie, mais j'ai des banderoles police de scène de crime. Pour les décors, j'ai acheté un tableau en liège avec des fils de toutes les couleurs de laine, des punaises pour punaiser sur le tableau en liège. J'ai acheté des jetons fortune parce qu'il y a toute la mécanique des jetons fortune qu'ils n'ont pas utilisé une seule fois encore, mais qui existent. Et donc j'ai acheté des jetons, des pièces. Non, pour l'instant ils y pensent pas. Ouais, c'est pareil, moi ils y pensent pas non plus à les utiliser. Après, je pense qu'il n'y a pas encore assez d'enjeux pour qu'ils y pensent. Et ils ont trop peur des conséquences, alors que franchement, il y a 0 conséquences quasiment. Mais ça leur fait peur. Donc, je les laisse avoir peur. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour la... Attends, je réfléchis. Si, j'ai acheté... Ah si, c'est marrant. J'ai acheté des brassards que tu mets pour les mecs qui font du vélo, là, la nuit, réfléchissant. Et j'ai acheté des badges scratché où il y a marqué gendarmerie dessus avec le drapeau français là, et donc j'ai fait un micmac pour qu'ils le collent sur leur badge, et donc quand on joue ils ont tous leur badge gendarmerie sur le côté un peu, tu vois, c'est assez drôle. Voilà, j'avais dans le projet de faire des espèces de cartes comme des cartes de presse mais avec le nom de leur perso et leurs photos. Je sais pas si j'aurai le temps, je verrai ça je sais pas, dans une imprimerie pour voir si c'est faisable. Et puis t'as tous les props qu'il y a dans la boîte, on n'a pas parlé, mais la boîte est quand même assez fourni en termes de props et t'aide quand même à avoir... je pense qu'il y a une centaine d'aides de jeu, enfin toutes les aides de jeu sont ultra bien faites, t'as un, comment ça s'appelle, tu sais, un trombinoscope exceptionnel avec que tu te donnes, j'adore, ils rencontrent un personnage, je leur tends le truc, ils sont là, oh, il est important, alors que pas du tout, tu sais, et ils sont là genre, ah putain, ils ont trop peur quoi, ils sont là, ah mais il y a 18 portraits, mais attends, mais comment ça? J'étais là genre, ouais bah j'en ai 400 encore dans les dents les gars. Ouais, ça c'est plutôt bien fait. Et effectivement, il y a quand même il y a énormément de contenu dans la boîte qui te permet, si jamais t'es pas très investi dans la mise à l'ambiance sur ta table, t'as déjà tellement de choses dans la boîte. Oui, j'ai plein de trucs. C'est juste que j'aime bien, mais sinon c'est déjà très bien. Et tu sais, il y a le côté avec le trombinoscope, t'as ce côté un peu marrant des fois je leur donne pas tout de suite pour pas qu'ils se disent. Enfin, et ensuite quand ils le rencontrent, au bout de 2 trucs, je leur donne et ils me font, ah mais il y a un portrait pour lui aussi. Donc au début ils ont commencé à être en mode un peu de ces méta, en mode genre les portraits ça veut dire qu'ils sont importants, et maintenant ils sont perdus quoi. Ils sont en mode genre non mais attends je sais plus, ça veut rien dire, et je leur ai un peu fait croire que j'ai des portraits en réserve que je leur donne au hasard comme ça, donc ils arrivent à pas, donc ça c'est assez marrant. Voilà, ça c'est la préparation. Et toi t'as fait quoi du coup en distanciel? Donc du coup en distanciel il a fallu que je choisisse le logiciel sur lequel je faisais tourner la table. Au début je voulais mettre sur Foundry VTT parce que ça allait être un logiciel plutôt puissant. On n'a pas les droits pour The Sound of Silence de Simon et Garfunkel là. Ça serait parfait là. Quand tu parles, j'ai dû choisir un logiciel et là ça commence là, exceptionnel. Si, tu sais, tu peux, avec du podcast pour l'instant, il n'y a pas de claim. Donc ah bah attends, nickel. Donc vas-y, relance, dis j'ai dû choisir. Tu mettras ça. Connard. Et j'ai pu faire une session dessus, le Wendigo, je l'ai fait dessus. Et en fait, le logiciel est super complet. Donc la particularité du Foundry VTT, c'est que ça tourne en local sur votre ordinateur et vous accueillez les joueurs, vous leur permettez de se connecter sur votre PC. Et donc le logiciel gère énormément de choses et honnêtement, il peut permettre, surtout si vous jouez avec des maps et des joueurs qui se déplacent sur la map, de faire quelque chose d'assez puissant et d'assez personnalisé, avec énormément d'effets, tout ça. Si je faisais une partie d'un jeu à la D&D ou à la Forbidden Lands, franchement, sur ce logiciel-là, ça va être une dinguerie avec tout ce que tu peux faire.
Malheureusement, après une mise à jour sur mon ordinateur, je n'ai plus réussi à permettre aux joueurs de rentrer sur mon PC, d'autoriser des connexions entrantes, malgré plein de discussions sur Reddit ou sur d'autres forums avec d'autres gens. Et donc, je me suis déplacé sur Let's Roll, qui me permet globalement de faire quasiment la même chose. La seule particularité, c'est que sur Foundry, j'avais payé un pack tout fait pour avoir une table pré-préparée avec toutes les aides de jeu pré-enregistrées pour les encager. Et donc là, j'ai juste manuellement importé toutes les aides de jeu qu'il y avait dans ce pack sur Let's Roll. Donc c'est le travail un petit peu que j'ai dû faire. Comme on est en distanciel, Antoine m'a trouvé un tableau noir, un tableau de liège interactif que mes joueurs utilisent Merci pour Discord. mettre en lien avec sur la campagne, ça s'appelle Miro, qui est gratos et qui permet aux joueurs de faire plein de tableaux partagés et donc de bosser ensemble. Et donc en fait là, je leur donne les images du trombinoscope, ils les mettent au fur et à mesure, ils font des liens, ils se posent des questions. Et j'aurais également effectivement fait un pack Discord où j'importe au fur et à mesure tous les éléments d'enquête qu'ils trouvent dans des petits sous-fichiers. Et avec tout ça, en fait, entre les sessions, on continue à discuter sur Discord parce qu'ils se posent des questions, ils commencent à faire des théories, etc. Et ils ont des canaux de discussion privés avec moi si jamais ils veulent me poser des questions. Ouais, ok. Voilà, globalement, moi, ce que j'ai mis en place pour le distanciel. Ouais, mais après, c'est du taf, en distanciel. Voilà, il y a aussi, donc, en termes de préparation, pour préparer la campagne, c'est un peu... Moi, ça m'a un peu changé de mes habitudes. Dans le sens où moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, souvent, quand je fais une campagne où je fais plusieurs scénars dans un même univers, je suis un carnet. Et je prépare tous mes scénars en écrivant ce qui peut se passer, les tests, les personnages, et le fait d'écrire, ça me le met en tête. Donc là, j'ai acheté un carnet avec 180 pages et j'ai écrit 2 pages. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué dans cette campagne parce que il y a trop de choses. En fait, il y a pas de couloir. C'est bac à sable. C'est un vrai bac à sable, mais un vrai de vrai, quoi. C'est un bac à sable avec 2000 options. Et en fait, il faut connaître les liens entre tous les personnages, ce que ça implique, enfin. Et du coup, ça, à écrire, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu, relu, re-relu. Donc, je pense que j'ai lu 5 ou 6 fois facile le bouquin. J'ai écrit quand même pour la première session, parce que la première session c'est très exposition de scène, il y a plein d'éléments à pas oublier qui peuvent être importants plus longtemps après. Et comme je vous disais, ce qui est très compliqué, c'est de se rendre compte du rythme. Parce que quand vous lisez la campagne, on vous donne alors on vous dit oui, ça peut ne pas être respecté, etc. Mais on vous donne un planning des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Et je trouvais que ça me semblait extrêmement rapide. J'étais là, mais attendez, ça commence, il y a un long week-end, ensuite il y a un autre week-end, et ensuite il y a la reprise des meurtres, et ensuite j'étais là genre, mais... Enfin, ça va vite, quoi. Et tu vois les délais des pièces, des rapports, etc. C'est ultra long, donc j'arrivais du mal à me situer là-dessus. Sachant qu'il y a tout un système dans ce jeu où vos joueurs peuvent demander tout un tas d'analyses, les autopsies, relevés téléphoniques, bancaires, etc. Et c'est toujours des demandes à faire. Et ces demandes, elles ont un délai minimum à respecter avant de les recevoir, qui est plus ou moins long. Et en fait, c'est vrai que quand vous lisez la campagne, que vous voyez que les meurtres reprennent au bout de 10 jours, et qu'ensuite ça s'accélère à fond pour arriver à la fin de la campagne, et que vous voyez qu'un élément peut arriver 28 jours ou 18 jours après le début de la demande, j'étais là, mais... moi, ça m'a vachement perturbé, quoi. La balistique, par exemple... J'étais là genre, bah attends, même s'ils appellent pour s'énerver pour reprendre, le minimum de temps, c'est genre 9 jours sur la première balistique. Mais vaut mieux que ça arrive tard, ça, en vrai, parce que ça t'amène directement à un encagé. Ah non, mais bien sûr, non mais maintenant je le comprends, tu vois. Mais quand tu lis le truc et que tu te dis que ils sont censés aller voir le mec qui a perdu son flingue avant que ça reprenne, en fait, tu te rends compte que ce n'est possible que s'ils réussissent leur jet, et encore, ça sera tight, tu vois. Après, ils te disent que tu peux modifier le moment où les meurtres reprennent, et en vrai,
il vaut mieux que cette info n'arrive que lorsque tes joueurs ont déjà tellement d'infos qu'ils se disent pas non mais c'est lui, il a le flingue, c'est sûr, il faut que ce soit une information noyée dans le reste pour qu'ils aient la sensation que ce soit finalement quelque chose d'anecdotique. Je suis d'accord et je pense que c'est bien écrit dans ce sens-là, tu vois. Mais quand tu le lis et que tu fais pas jouer au début, je trouve que c'est dur de se représenter le truc. Enfin, nous, je me rappelle, c'était nos discussions, c'était en mode, putain, mais comment le timing et tout, on comprenait, enfin, on avait du mal, quoi. On a tous les deux galéré et c'est un reproche qu'on fait. Ce bouquin ne pense pas au premier lecteur, ne pense pas à la personne qui découvre cette histoire. Elle te prend pas du tout par la main pour t'aider à comprendre les tenants et les aboutissants, etc. Tu t'es perdu tout de suite quand tu lis, c'est difficile à lire, ça part dans tous les sens. Des fois, il faut aller voir des informations qui sont 20 pages derrière. Et ils font des liens des fois que tu n'arrives pas à faire. Et donc du coup, il y a ce côté, une fois que tu maîtrises parfaitement le truc, bah, il est ultra agréable à parcourir. Par contre, c'est un vrai mur, quoi. C'est vraiment c'est difficile à appréhender, quoi. Ouais. En fait, c'est un bouquin, je pense, qui a été écrit pour être une super aide à masteriser. C'est-à-dire quand vous masterisez, bah, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez le bouquin et vous savez exactement où aller chercher. Vous avez toutes les infos qui sont combinées. Donc vous n'avez pas besoin de fouiller sur plein de pages. Parce que quand vous êtes dans une info, vous ouvrez la page et vous avez toutes les infos qui s'en rapportent. Mais l'écriture et la façon dont c'est fait est super pour aider quand tu maîtrises, mais pour apprendre la maîtrise de la campagne, bah, c'est pas idéal. Mais d'ailleurs, quand tu regardes, il en parle, Tristan Lhomme, sur plusieurs médias, etc., ou sur Discord, et il le dit, j'ai cru comprendre qu'il disait qu'effectivement, il avait eu du mal, enfin, ça avait été compliqué de savoir comment l'écrire, comment agencer les parties, tu vois. Sans moi, clairement, j'aurais jamais commencé ce truc-là si on n'avait pas été deux, en fait. Ah oui, oui. On pouvait pas être deux pour s'en parler et en fait pouvoir s'éclaircir les choses, discuter ensemble. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast, c'est qu'en fait on a galéré à s'initier, à comprendre comment ça se mettait en place au début. Et le fait d'en discuter ensemble nous a permis, et ça va continuer à le faire là dans les prochaines sessions qu'on va faire, ça nous a permis de comprendre comment appréhender, comment ça se passait, comment tel élément se mettait en place, parce que sinon c'était juste trop difficile. Enfin, de mon point de vue. Mais... Ah oui, non, mais ça c'est clair. Ça, c'est clair. Je voulais quand même parler d'une ressource qui nous a été utile. Il y a un podcast qui existe où sur YouTube, vous avez des parties filmées en distanciel. C'est la même chose, c'est Time to Roll qui a fait ça, la chaîne Time to Roll, où ils ont fait la campagne complète des Encagés, je sais pas, il y a 25 épisodes, qui durent 2-3 heures dans ces eaux-là. Et alors je vais pas tout regarder, mais pour masteriser, je vous avoue que les 2 premiers épisodes qui se passent, donc qui débutent la campagne avec la tuerie de Villegouge, la scène, etc., ça m'a beaucoup aidé de voir comment quelqu'un d'autre faisait le rythme et de voir comment se mettait en place l'enquête, comment réagissaient les joueurs. J'avais beaucoup de mal à m'imaginer ça, donc je vous conseille, on vous mettra les liens. Si vous commencez à préparer, moi je vous conseille d'écouter peut-être 1 ou 2 épisodes comme ça pour entendre quel est le rythme de la narration. Alors, bien sûr, chacun aura son propre rythme, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, la narration dans cette campagne, elle est lente. Alors, déjà parce que c'est une campagne, mais en fait, une session de jeu de 2 heures, 3 heures, en temps réel à l'intérieur de la campagne, ça ne peut des fois être qu'une journée, ou même une demi-journée. Alors des fois c'est 2-3 jours. Ouais, voire une demi-journée. Ouais. Des fois c'est 2-3 jours quand, par exemple, nous on a fait le week-end, donc le week-end tu fais les histoires de vie, etc. Mais ça peut aller un peu plus vite parce que tu as moins de pistes. Et moi ma première session qui a duré 2h30, 3h, ils ont fait le jeudi. C'est tout. Alors qu'on est en présentiel, que c'est censé du coup être je pense, un rythme un peu plus soutenu qu'en distanciel, etc. C'était quand même très lent et du coup ça m'a beaucoup rassuré. Et quand j'avais entendu le podcast, je m'étais rendu compte qu'effectivement, non, en fait, ça va lentement. Et en plus, ils ont fait les épisodes sont bien notés. Donc, quand vous avez besoin d'avoir des infos, vous voulez savoir comment ça a été joué, telle partie, telle interaction, vous pouvez aller chercher quand même. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments, des fois, on en reparlera, mais qui sont un peu... voilà, comment est-ce qu'ils arrivent pour CVS, comment ils trouvent ça, qu'est-ce qui les amène. Des fois, c'est difficile. Ouais, c'est un peu flou, quoi. Et c'est difficile de se mettre dans la réflexion du joueur, tu vois. Moi, j'aime bien quand on prépare un scénario, me dire comment ils vont réfléchir face à ce que je vais ce qui va arriver, et t'essayes d'un peu prévoir pour que ça guide l'histoire sans qu'ils aient l'impression qu'il y a un couloir, tu vois, par exemple.
Dans le sens où, d'ailleurs, il n'y en a pas, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu connais tes joueurs, tu essayes de voir un peu comment ils vont réagir pour adapter à l'avance un peu et avoir des réponses à leurs trucs. Et là, déjà, le fait bac à sable, c'est pas possible, mais je trouve que c'est vachement dur d'imaginer quelles sont la réaction de tes joueurs et de s'y préparer. Donc c'est pour ça que je vous conseille le podcast très bien pour ça. Voilà. Après, on peut parler un peu de musique, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire avant sur la préparation? Est-ce qu'il y a des choses en plus qu'on a préparées de façon particulière Non, je pense que sur le prochain épisode, on vous parlera spécifiquement de la première session, comment on l'a préparée, qu'est-ce qu'on fait nos joueurs, etc. Là, on voulait vraiment vous parler de la préparation en amont et de la session 0. Oui, de comment on est arrivé jusqu'à la première session. Et globalement, vous l'avez compris, il y a, Antoine l'a dit, énormément de lecture du premier du bouquin, énormément de lecture en boucle, des écoutes de d'autres sessions pour imaginer comment ça se joue pour de vrai. Et surtout, nous, ce qui nous a aidé, c'est être deux. En fait, avoir quelqu'un avec qui en parler, comment tu comprends le livre. Puis moi, j'avais fait la première session avant toi, donc j'avais, je pense, lu un peu plus, maîtrisé un peu plus le bouquin. Donc avant ta première session, on avait fait un truc, on avait discuté pendant 2 heures, et si t'avais eu des questions, et puis même moi, ça m'avait permis de voir comment tu voyais les choses, et donc d'adapter des trucs sur ma campagne. Donc ça, c'était pas mal. La préparation, je pense qu'il faut que vous vous y mettiez à l'avance. Moi, j'aime pas préparer trop à l'avance, parce que je suis un flemmard, et que je fais tout au dernier moment. Mais par exemple, quand j'avais fait Barbarian, j'avais lu le bouquin en entier vite fait et je préparais une semaine avant, tu vois. Là, vous pouvez pas lire en diagonale le bouquin et vous lancer dans la... Enfin, ils vous disent dans le bouquin, si, vous pouvez... Non. Moi, je vous le dis, je pense, il faut avoir lu entièrement le bouquin au moins une fois, en ayant bien tout lu, pour pouvoir vous lancer dans la première session. Il y a une difficulté, je pense, par rapport à d'autres campagnes, et que souvent, t'as pas besoin de préparer tant que ça la suite. Ah oui. Surtout les campagnes linéaires, t'as pas besoin d'avoir une vision sur 5, 6, 10 sessions. En tout cas, moi, pour Forbidden Lands, qui est le seul truc que j'ai vraiment fait en campagne avant ça, campagne longue, donc je parle pas de 2-3 sessions avec les micro-campagnes qu'on fait quand on part en vacances ensemble, hein, je parle de grandes campagnes sur plusieurs mois. Mais finalement, j'ai une vision floue de ce qui va se passer et je sais, en général, j'essaie d'avoir la vision de qu'est-ce que mes joueurs vont faire sur la prochaine session. Et du coup, j'ai toujours une session d'avance et ça suffit. Alors que là, en fait, comme il y a des éléments qui vont avoir des impacts sur le très long terme, et des fois, en fait, comme c'est un bac à sable, en fait, tu peux pas avoir une vision restreinte de ce qui va se passer parce que tu sais pas quel chemin vont prendre tes joueurs. Donc la préparation initiale, elle est très difficile parce qu'il faut être capable d'avoir une vision très très large. La première session qui est l'affaire Villegouge, en fait, la tuerie de Villegouge, ça prend 50 à 70 pages, un truc comme ça. Et en fait, il y a des éléments qui ne vont être découverts que très tardivement, mais qu'il faut que tu te tapes maintenant parce qu'en fait, tu sais pas ce que va prendre comme chemin ton groupe de joueurs. Ça rend le truc un peu difficile, je trouve, parce que tu dois anticiper énormément de choses, donc ça veut dire énormément de travail, qui va peut-être pas être utile au début, qui va peut-être même pas être utile avant très longtemps. C'est ça. Et ça demande d'être... Parce que j'entends déjà des gens qui vont dire non, mais on peut... c'est pas grave si on fait une erreur. Oui, non, mais rien n'est grave. Hein. Mais en fait... Je pense que quand tu te trompes ou que tu donnes... En fait, des fois, c'est difficile de s'imaginer l'impact d'une petite info. Tu vas dire, non, mais je le fais pas parce que machin... Et en fait, t'avais pas lu le petit paragraphe 200 pages plus loin dans le bouquin qui fait qu'en fait, si, c'était important parce que là, ça permettait de trouver cette piste. Et du coup, tes joueurs trouveront jamais cette piste, par exemple, ou autre. Ou tu te trompes sur un truc. En fait, tu peux te tromper sur un truc. Tes joueurs, ils le notent parce que toi, tu t'as demandé à tes joueurs. Tes joueurs, ils ont compris qu'il faut être attentif. Donc, ils notent tout. Ils font des liens, etc. Tu leur donnes une mauvaise info. Pendant 5 sessions, ils vont faire des liens, machin. Toi, tu vas pas trop capter. Et puis arrive la 6ème session, et en fait, tu te rends compte que tu t'es trompé. Et tu vas dire, ah non, mais en fait, c'est ça que j'ai dit. Et ça peut vraiment casser un truc. Il faut être... et du coup, il faut tenir... il faut toujours se rapporter au bouquin. Il faut limite... moi, l'avantage, c'est que je vois je suis sur leur tableau d'indices. Et donc, je vois si jamais ils interprètent mal quelque chose que j'ai dit ou... si jamais j'ai vraiment dit une connerie, vu que je peux recomparer avec les choses dont je peux voir les erreurs. Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Tu peux utiliser la hiérarchie interne, la capitainerie, le commandant, etc., pour essayer d'un moment de remettre sur le droit chemin. Ça, c'est pas grave. Mais en gros, dites-vous bien que c'est une campagne où vous allez demander à vos joueurs d'être impliqués et d'être sérieux. Enfin, voilà. Il faut que vous soyez tout autant impliqués et sérieux. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Il y a une ressource dont on n'a pas parlé,
et c'est toi qui m'en a parlé, c'est il existe un Discord sur des 12 singes. Ah oui, sur les engagés. Qui vous permet d'avoir accès directement à la campagne et même discuter avec Tristan l'Homme. Et donc il suffit de faire la demande d'aller... il est sur le Discord, il répond. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une ressource super utile parce que vraiment, les joueurs discutent entre eux d'éléments un peu tricky du scénario, d'éléments un peu difficiles, et donc vous pouvez aller discuter avec eux. Il y a plein de fichiers. Donc dans la description, on vous mettra toutes les sources dont on vous parle pour vous permettre d'y aller directement si vous voulez pas les chercher par vous-même. Ils ont fait un fichier Excel où ils remettent tous les trucs que les gens ont préparés, parce qu'il y a plein de gens qui ont préparé des articles de journaux, des choses qu'ils ont partagées avec la communauté que vous pouvez récupérer. Ça, c'est trop bien. Donc moi, j'ai utilisé par exemple la une d'un journal Sud-Ouest je voulais en faire une et je vois que quelqu'un l'a déjà fait, donc ça me fait gagner du temps. La vidéo BFM. Ah, la incroyable. vidéo BFM, il y a un mec qui a fait une vidéo BFM. Je leur ai envoyé entre 2 sessions en leur disant on parle de vous à la télé. Ils étaient en panique. Ils étaient en mode genre mais comment c'est possible et tout. Non mais attends quoi. J'étais alors il est trop drôle. Ah, c'était pareil. Ils étaient là, mais qui a craché? Il y a marqué source le procureur. Mais quel bâtard celui-là. Ah, c'était parfait. Ouais, qui a créé? En fait, ils étaient en mode genre, il y a rien qui s'est dit dans la vidéo, mais ils étaient en mode trop paniqués parce qu'ils étaient, on dira rien. J'ai rien du tout, rien. J'étais là, oui, enfin, vous pouvez pas cacher qu'il y a eu des gens qui sont morts quand même, c'est pas possible ça. Ils m'ont fait rire. Donc on vous mettra tout ça, super. On vous mettra peut-être, si nous on fait des trucs, notamment on avait une idée pas mal, c'était de mettre, ça doit exister mais on l'a pas trouvé, un tableau avec toutes les aides de jeu numérotées et tous les délais. Parce que ça c'est chiant d'aller chercher dans le bouquin le délai minimum. Ouais, c'est chiant. Parce on vous en parle vite fait, mais il y a tout un système de délai entre la demande d'analyse et le résultat de la demande de rapport et le résultat de rapport. Par exemple, une autopsie, ça va être 5 jours, le temps qu'il fasse autopsie. Et en fait, vous avez un système où, dans le bouquin, on va vous dire, alors, rapport d'autopsie, il y a 3 temps. Donc, il y a le temps de la demande, donc il y a le temps de la récupération de la demande, le temps de l'autopsie et le temps de de rendre les résultats. Et donc, à chaque fois, ils vont vous dire, là, c'est un des 6 jours, un des 4 heures, un des 3 machins. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande, il faut lancer les dés au hasard. Bon, ça, moi, insupportable. Et donc, il y a un autre système prévu, qui est un système simplifié. Vous avez juste, dans le bouquin, quand on vous dit, là, vous pouvez leur donner l'aide de jeu 17. Vous avez l'impression que c'est beaucoup 17, mais ça va jusqu'à 90, donc vous inquiétez pas, il y en a trop. Aide de jeu 17, entre parenthèses. Et là, il y a marqué un premier chiffre, donc 4 jours. Ensuite, il y a un slash, il y a une valeur, donc soit un test de respect, un test d'intelligence, un jet de ressources, slash un deuxième nombre de jours, qui est plus petit. Et en fait, ça vous donne le temps de base s'ils font rien, et si jamais ils demandent, ils demandent à accélérer la demande en passant par les hiérarchies, etc., et qu'ils réussissent leur test, le deuxième chiffre, c'est le nombre de jours que ça met à ce moment-là. Et ça, il n'y a aucun truc qui met tous les aides de jeu et à côté les délais. Donc, ouais, ça manque. Hein. C'est un truc de fou. Franchement. Ou alors je l'ai pas vu. Peut-être qu'on l'a pas vu. C'est possible. Je vais refouiller. Mais... Ouais, je l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, l'écran qui fournit avec te donne. C'est super. Trop bien. Les pages le matos, c'est génial. PNJ important. Voilà. Mais il devrait y avoir de l'autre côté toutes les aides de jeu ou alors une fiche où il te donne. Effectivement, moi je m'attendais à le trouver dans le carnet du MJ qui est fourni dans le truc. Parce que ça me semble évident que tu veux savoir à l'autopsie c'est combien. Dans le bouquin j'ai pas trouvé de trucs comme ça. C'est dommage. Ça manque. Les 12 singes, si vous nous écoutez, ça manque. Ouais, ça serait vraiment bien, genre une page avec toutes les aides Tristan, de jeu. si tu nous écoutes, ça manque. Voilà, attends, je vérifie quand même. Je feuillette les derniers. J'ai pas dit qu'on dit pas de conneries, mais moi je l'ai pas trouvé. J'ai cherché. Non, il y a pas. Voilà. Non, mais je l'ai pas trouvé non plus. Alors, peut-être qu'elle existe. Alors, là où j'ai pas regardé, c'est dans les ressources numériques des 12 singes. Peut-être qu'elle y est. Peut-être qu'ils l'ont rajouté. Et là où j'ai pas regardé, c'est est-ce qu'elle est dans les ressources numériques dans le pack Foundry? C'est pas impossible, il faudrait que j'aille voir. Bon, on vous dira si on est juste des cons qui n'ont pas tout regardé, mais en tout cas, moi. Si elle est que dans le pack Foundry, c'est dommage, tu vois. Elle devrait être. Ouais, en tout cas, elle est pas dans le bouquin. Ça veut dire que tu pénalises tous les gens qui jouent Elle l'est pas. En présentiel. Elle l'est pas. Voilà. Donc ça, si ça n'existe pas, peut-être qu'on vous le fera parce que franchement, c'est ultra nécessaire. Voilà. Et ensuite, ils ont donné des super ressources, les 12 singes, après la réédition. Là, ils ont balancé une petite aide de jeu avec les playlists possibles pour toutes les affaires. Et vraiment trop bien, vraiment super bien les playlists qu'ils ont été cherchés. Ils ont beaucoup utilisé, notamment des compositeurs qui ont fait l'adaptation de Millennium, là, le bouquin thriller là, avec Daniel Craig.
Et en fait... Alors, la première adaptation, c'est pas américaine. Non, mais alors, celle-là, c'est norvégienne. l'américaine, je crois. Et en fait, introuvable. Enfin, ça n'existe pas. Les sons n'existent plus. En tout cas, moi, j'utilise Spotify. Ils n'existent plus. Mais D'accord. Mais par contre, j'ai remplacé par des trucs que moi je connaissais ou par des trucs qui ont été faits par les mêmes compositeurs. Parce qu'ils ont fait Gone Girl, par exemple, Drive et tout ça. Et donc, il y a plein de trucs vachement bien. Donc, on vous mettra peut-être le lien des playlists qu'on a fait quand elles seront finies. Parce qu'à la fin, ça, on vous le mettra peut-être à la fin. Parce que quand on aura fini. Parce que c'est pas fini encore les playlists. Mais en tout cas. Après, c'est des liens qui sont évolutifs. C'est vrai. Peut-être qu'on le fera. Ouais. Mais en gros, voilà, moi j'ai créé des playlists pour chaque truc, comme ça vous pourrez les trouver. Pareil, c'est dommage, les 12 singes, c'est dommage. C'est trop bien, ils ont fait une aide de jeu avec les playlists, et il n'y a pas de playlist Spotify disponible par les 12 singes, il n'y a pas de playlist YouTube Spotify, enfin, c'est con, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu comme s'ils pensaient qu'on allait prendre les CD et qu'on allait... Enfin, je trouve ça dommage d'avoir fait le travail un peu à moitié, quoi. J'aurais bien aimé du coup, qu'ils fassent eux-mêmes une playlist sur Spotify, un truc officiel que tu puisses choper. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. C'est déjà très bien d'avoir fait une proposition de playlist, c'est déjà génial. Non, mais il y a déjà, on râle parce qu'on est des gros râleurs, mais il y a déjà... il y a une quantité de ressources qui est monstrueuse, et c'est super parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est... Déjà, la boîte de base, elle est bien remplie. Quand tu t'intéresses au contenu numérique qui est fait soit par les 12 singes, soit par des joueurs et des MJ, il y a énormément de choses. Donc, il y a vraiment... C'est vrai que là, ce qu'on donne, c'est plutôt les trucs qu'on aurait, dans cette multitude de trucs qu'on a trouvés, ce qu'on aurait aimé trouver en plus. Mais voilà, on est en train de pinailler parce qu'on est des gros pinailleurs. On peut toujours... tout peut s'améliorer, mais clairement, en termes d'objets ludiques pour le jeu de rôle... Je trouve que c'est le truc le plus abouti que j'ai vu, quoi. Vraiment. Ah ouais, c'est clair. Il y a énormément de matos. Vraiment, ça met une distance au reste, mais violent, quoi. C'est vraiment tout le reste, tout le matériel à côté, ça le met une espèce de... C'est violent ce que ça leur met dans la tête, quoi. Genre là, même, tu vois, tu regardes Cthulhu, etc., Edge, Chaosium, il y a plein de trucs cool. Mais franchement, il n'y a rien de cette ampleur, en tout cas récemment qui est sorti, à part peut-être Farce Macabre où il y a un peu de matos sympa, etc. Mais les grosses campagnes, là, ça n'a rien à voir en termes de propositions ludiques, quoi. Donc c'est pour ça, là, je suis intéressé à Pax Elfica, c'est l'autre campagne où ils ont des 12 singes, où il y a eu, ça a l'air pas mal, mais vraiment, on vous fera un épisode sur les encagés et vous verrez, mais je ne peux que vous conseiller, c'est brillantissime. Hein. Ça, c'est sûr. Ben voilà, hein. Petite session qui devait durer 20 minutes, il y a 2 heures, j'ai l'impression. Là. Putain, mais scandaleux, quoi. Ça fait une grosse heure. C'est très bien pour la première session. Promis, prochain épisode, on rentre dans le vif du sujet. Oui, là vous avez compris, l'objectif c'était de vous expliquer ce qu'on allait faire comme format. Hein. Donc un truc qui devrait sortir globalement, vous avez bien compris, on n'est pas des acharnés du calendrier et ça devrait sortir globalement une fois par mois. Payé, hein. Et de temps en temps, peut-être hein. que ça remplacera le vrai épisode, mais l'objectif c'est que ça ne soit pas le cas. Voilà, ça te va comme ça, Antoine Ça me va. Et l'objectif, ça va juste être un truc très simple où ça sera Antoine et moi qui discutons de nos dernières sessions jusqu'au moment où on enregistre. Donc là, pour l'instant, on a tous les deux fait 2 sessions. Antoine, il est 2-3 jours devant moi, mais avec un week-end, donc il a une grosse session d'avance sur moi, je pense, à peu près pour le moment. Je pense, malheureusement, ça sera souvent le cas de par le fait que moi, ils sont moins, ils sont 4, et que ce soit en présentiel, on sera toujours un peu devant, je pense, en termes d'horaire. Parce que en 3 heures, moi, j'ai que 4 personnes qui prennent la parole, là où toi, t'en as 6. Et donc, forcément, c'est plus long. Je pense que le distanciel va rajouter un peu de délai parce que déjà, t'as un petit délai de parole. Tu peux moins te couper la parole, tu peux moins discuter dans ton coin. Et on fait des sessions probablement un peu plus longues. Parce que quand ils viennent à la maison, on fait au moins 3 heures, quoi. Genre, je pense que la prochaine session, on va faire 5 heures de session. L'avantage que j'aurai, c'est peut-être que je vais multiplier plus les sessions que toi. Oui, peut-être que toi, tu joueras plus souvent. Moi, j'aurai plus de régularité parce que c'est du distanciel. C'est possible, effectivement, je pense que tu seras toujours en avance sur moi. Mais bientôt, on va avoir on prévoit une session en présentiel là pour le mois d'avril, je crois. On va faire un week-end de jeu. Donc, je pense que là, j'essaierai de faire un hors-procédure à ce moment-là. Ah, d'accord. Un week-end de jeu, je suis pas au courant, mais non, mais tu parles pas de... D'accord.
Tu parles pas avec moi là. Non, je parle de... Oui, avec les autres. Tous mes joueurs vont se retrouver à Lille au même moment. Et donc, je vais essayer de programmer un truc un peu marrant. Alors, attends, ouais. Donc, c'est un week-end. Ouais, peut-être que tu peux faire un petit Lombardie. Faut que ça tombe Alors, bien, quoi, quoi, tu verras. Ouais, c'est en avril, c'est du temps. Oui, c'est vrai que t'as du temps. bref. T'as du temps. Donc du coup, le prochain épisode, nous, on va l'enregistrer probablement assez tôt. Et l'objectif, c'est qu'on verra quand il sortira. Mais voilà, si jamais vous êtes chaud pour vous faire les encager maintenant, c'est le moment. Il y aura du Tales dessus. Voilà. N'hésitez pas. Et je pense que moi, j'aimerais bien... Enfin, j'en parle maintenant, mais j'aimerais bien qu'on fasse ça. Qu'à la fin des campagnes, on fasse une micro-interview de nos joueurs. Alors déjà, je vais leur dire que je vais faire un podcast où je parle un peu d'eux. Ah, moi, je leur ai pas dit, mais Sans je leur donner dirai leur à la nom. fin, moi. Parce que sinon, j'ai peur qu'ils écoutent. Et donc là, j'étais, ah non, je vais pas leur dire, moi. Ah, Parce que tu sais jamais, tu sais, il y en a un, Bon. il se dit, ah, c'est bon, je peux... Et là, il se spoil et c'est finito, quoi. Donc moi, je leur dis pas. Ok. Par contre, à la fin, je pense que ce serait bien qu'on fasse une espèce de charte de questions un peu, comment dire, préfaites, quoi. On pose les mêmes questions. Et on interviewe nos joueurs. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Qu'est-ce que t'aurais fait? ouais, ça peut être Et marrant. ça serait un dernier épisode sympa, tu vois. Moi, je les fais venir, je les fais... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, on fera ça. Tu sais, je pense que je prépare en haut la chambre, je les laisse en bas et je les fais venir un après l'autre pour les interviewer. Peut être sympa. Voilà. Bon, ben à la prochaine. Eh ben, écoute, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire des retours, des likes, des pouces. Voilà. On vend nos mères. Si jamais y a vous pas de pensez que ce problème. format, ça vaut pas le coup, il faut arrêter maintenant, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, assez vite. alors on s'en battra les couilles, hein, je vous le dis, mais n'hésitez pas à le dire, hein, ça fera du contenu comme ça. C'est bon pour le Voilà. référencement. Allez, à plus. Allez, tchou.